Alors, bienvenue à l'émission Fenêtre sur le cosmos. Cette semaine, nous parlerons de la Lune. Vers 255 avant Jésus-Christ, Ératosthène, appelé à Alexandrie par Ptolémée III et Vergète, dirigea la grande bibliothèque. C'est là qu'il procède à la mesure de la circonférence de la Terre. La première idée est d'en faire le tour en mesurant le chemin parcouru. Comme c'est manifestement impossible, la seule méthode raisonnable est de mesurer une fraction connue du tour de la Terre, c'est-à-dire, par exemple, de calculer la fraction de tours qui sépare deux villes dont on connaît la distance. Or, la fraction de tours qui sépare deux points sur la Terre est l'angle entre leurs verticales, la verticale d'un point étant la droite qui le joint au centre de la Terre. C'est dans cette direction que se tend un fil à plomb. Il s'agit donc de mesurer l'angle entre deux fils à plomb, l'un dans la première ville et l'autre dans la deuxième. Or, il est matériellement impossible de mesurer directement l'angle entre deux fils à plomb situés à des centaines de kilomètres de distance. Il compara l'observation qu'il fit sur l'ombre des deux objets situés en deux lieux, les villes de Syène, aujourd'hui Assouan, et Alexandrie, considérées comme étant sur le même méridien, le 21 juin, au solstice d'été, à midi solaire local. C'est à ce moment précis de l'année que dans l'hémisphère nord, le Soleil occupe la plus haute position au-dessus de l'horizon. C'est en comparant les ombres de ces fils à plomb qu'il put calculer la différence entre les deux angles et ainsi évaluer l'arc de cercle et par le fait même la circonférence approximative de la Terre. Son résultat fut très près de la réalité. Alors Claude, la Lune, notre satellite naturel, on pense tout savoir sur la Lune, mais est-ce qu'on peut en apprendre davantage? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, naturellement. Alors, c'est ça, la Lune, cette belle Lune, notre compagne, qui est toujours présente, eh bien, c'est notre seul satellite naturel. Mais permanent. Il faut que je dise permanent parce qu'elle a aussi des fois des satellites qui sont non permanents. Ce sont de petits corps, style astéroïdes, qui peuvent être capturés et que finalement personne ne voit dans le ciel parce qu'ils sont vraiment trop petits. Alors, mais grosso modo, on a une Lune et c'est celle qu'on voit tous les jours ou à presque tous les jours. Hein. Et on pense que la Lune s'est formée aux alentours d'il y a 4,5 milliards d'années. Ça s'est formé peu de temps après que la Terre se soit même formée elle-même. Puis l'explication le plus largement acceptée aujourd'hui pour la présence de la Lune autour de la Terre, eh bien, on pense qu'il y a un corps céleste d'à peu près la grosseur de Mars, qu'on a nommé Theia, c'est une petite planète probablement, et qui est venu frapper la Terre de plein fouet. On va l'expliquer un petit peu plus loin, là, qu'est-ce qui a pu se passer, mais tout ça aurait occasionné des débris qui seraient éparpillés partout autour de la Terre et qui se seraient tout simplement recollés ensemble plusieurs milliers d'années après pour former la Lune qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, parlons des caractéristiques de la Lune. On sait que la Lune est environ à 384 000 km de la Terre et que la lumière qu'elle nous transmet prend environ 1 seconde, 0.2 pour nous arriver. Et la taille apparente de la Lune est très semblable à celui du Soleil. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des éclipses solaires, eh bien, la Lune peut à peu près complètement cacher le disque solaire et même à l'occasion, dépendamment que si la Lune est près ou loin de nous, eh bien, à ce moment-là, on va même avoir une éclipse annulaire, ce qui fait qu'on voit comme une couronne, là, la Lune étant légèrement plus petite que le Soleil. Dans les autres caractéristiques, c'est 1/80e environ de la masse de la Terre et donc, par conséquent, sa gravité est 6 fois moindre
que sur Terre. Donc, ça veut dire que si on pesait sur la Terre 180 livres, eh bien, on se ramasserait avec un beau régime à 30 livres sur la Lune. Intéressant. Alors, c'est quand même intéressant. Et au niveau de l'atmosphère et de l'eau liquide, eh bien, on dit qu'il n'y en a à peu près pas, mais c'est ça qu'on va découvrir comme les nouveautés tout à l'heure au niveau de l'atmosphère. Et de l'eau liquide, bien ça, il faut l'oublier, hein, c'est froid. Donc, mais il y en a sous forme de glace. Alors, la température, lorsqu'on est face au côté éclairé, eh bien, est de plus 130 degrés. Et juste à côté, à l'ombre, eh bien, on peut avoir des températures de moins 110 degrés Celsius. Alors, c'est quand même... Tout qu'un écart. C'est quand même important, là. Et le mouvement de la Lune, eh bien, la Lune prend environ 29,5 jours pour faire le tour de la Terre. Mais Claude, pourquoi est-ce qu'on voit toujours la même face de la Lune? Souvent, les gens pensent que la Lune ne tourne pas sur elle-même. Mais en fait, c'est le contraire. Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, eh bien, on verrait toutes les faces de la Lune. Alors, en ayant toujours la même face, ça veut dire que sa révolution et sa rotation sont synchronisées ensemble. Ça veut dire qu'elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. OK, maintenant, sur la Lune, quand on voit la face visible, bien sûr, on voit ce qu'on appelle des mers. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en fait, ça nous parvient des Grecs il y a plus de 2000 ans. Dans ce temps-là, les Grecs, eux, quand ils regardaient la Lune, ils regardaient ça avec leurs yeux. Donc, eux, ils voyaient des zones qui étaient sombres et ils voyaient des zones qui étaient beaucoup plus claires. Et ils se sont dit, bien écoute, sur la Lune, ça doit être comme sur la Terre. Les zones sombres, ça doit être des mers. Et les zones claires, c'est la surface de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça comme ça. Évidemment, s'il y avait eu des télescopes, ils se seraient bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais la terminologie est restée malgré tout. Et on peut voir aussi, justement, sur la surface, les montagnes, qui sont des montagnes volcaniques. Hein. Et les grandes plaines, finalement, ce sont des zones où il y a eu des impacts majeurs et qui se sont remplis tout simplement de matière volcanique et qui se sont aplatis. Et les autres régions, bien, c'est des régions de cratères qu'on voit un peu partout. Il y a aussi des vallées qu'on peut retrouver avec les mouvements probablement de la croûte lunaire au tout début de la formation de la Lune. Bon, maintenant, parlons de ces mouvements. Oui, bien, on a glissé un petit mot tantôt. On a parlé de sa révolution. Alors, la révolution de la Lune, c'est le mouvement qu'elle fait autour de la Terre en un mois, en fait, en 29,5 jours. Il y a un autre mouvement qu'on connaît beaucoup moins, c'est la libration. Et la libration vient du fait que la rotation et la révolution ne sont pas exactement les mêmes. Et ça fait en sorte qu'on a l'impression que la Lune tasse d'un côté, tasse de l'autre. Et il y a de très belles animations qu'on peut voir avec ça. Et pour mieux comprendre le phénomène, c'est quand même pas évident, là, à ce niveau-là. Saviez-vous que 84 000 roches venues de l'espace s'écrasent sur la Terre chaque année? Si la plupart sont réduites en poussière au contact de l'atmosphère, 230 corps célestes de plus de 10 grammes tombent en moyenne chaque jour sur la planète, ce qui correspond à plus d'une météorite toutes les 6 minutes environ, selon la NASA, l'Agence spatiale américaine. Mais dans l'immense majorité des cas, personne ne s'en rend compte. En effet, 85 à 90 % de ces objets célestes tombent dans les océans ou sur des zones inhabitées, comme les forêts, les montagnes ou encore les déserts. Néanmoins, chaque jour, le poids de la Terre s'accroît de 100 à 1000 tonnes en raison de ces météorites. Notre planète grossirait ainsi de 180 000 tonnes en moyenne par année. Alors toujours avec notre astre naturel, qui est la Lune, notre satellite,
Maintenant, la Lune possède des phases. Oui, et c'est une de ses belles caractéristiques, hein. Les gens peuvent les voir évoluer dans le temps, et ce, à tous les mois. Mais est-ce qu'on comprend vraiment de quelle façon que les phases sont créées? Il faut comprendre que les phases, c'est un jeu de lumière ou un effet des angles entre la Lune, la Terre et le Soleil. Parce qu'en fait, la Lune est toujours à moitié éclairée. Et c'est son déplacement de la Lune autour de la Terre qui va faire en sorte qu'on va en voir juste une partie qui est là. Et on a développé un très bel outil au planétarium pour les écoles. C'est un outil qu'on appelle la boîte à phases. Et en fait, il y a 8 fentes dans lesquelles les gens peuvent regarder et découvrir pour quelles raisons est-ce qu'on voit des phases autant pendant tout le mois et qui sont aussi variées. Et maintenant, ils voient très bien que la Lune est éclairée complètement d'un côté, mais que la seule raison pourquoi on voit les phases, c'est notre angle par rapport au Soleil et la Lune qui crée ça. Et justement, ces phases-là vont nous amener aussi aux éclipses lunaires ou bien aux éclipses solaires. Parce qu'en fait, à tous les mois, on a toujours la possibilité d'avoir une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on a effectivement une éclipse solaire, eh bien, 2 semaines après, on a une éclipse lunaire. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si la Lune est croissante ou décroissante? Eh bien, en fait, si on regarde au premier quartier, on s'aperçoit que la Lune forme comme un D. Le côté bombé est à l'avant, donc ça forme un D. Alors, D, ça voudrait peut-être dire décroissante. Mais en fait, il faut savoir que la Lune est menteuse. Et ça veut dire que lorsqu'on voit un D, eh bien, ce n'est pas décroissant, c'est croissant. Et lorsqu'on est rendu dans l'autre phase où la Lune a la forme d'un C, eh bien, à ce moment-là, on pourrait penser qu'elle est croissante, mais non, elle est menteuse, donc elle est décroissante. Ah. Alors, c'est un petit truc, ça, pour les gens, s'ils veulent savoir si la Lune est en train, elle s'en va vers la pleine Lune ou si elle s'en va vers la nouvelle Lune. Et je voudrais peut-être juste rappeler que pour les astronomes amateurs, c'est un moment important à connaître au niveau de la nouvelle Lune, parce que c'est une soirée où on n'aura aucune Lune, et ça veut dire qu'on peut observer toute la nuit, là. Et malheureusement, à la pleine Lune, c'est beaucoup plus difficile d'observer à cause de toute cette lumière-là qui est projetée dans le ciel et qui nous cache bien les étoiles et surtout les objets du ciel profond. Comme galaxies nébuleuses, amas d'étoiles. Les amas d'étoiles moins importants comme pollution, on pourrait dire lumineuse, parce qu'elles sont quand même assez brillantes, ces étoiles-là. Mais c'est surtout les nébuleuses et galaxies là, qui en souffrent. Là. Parce que les planètes, il n'y a aucun problème. Et la Lune, surtout, elle n'est pas intéressante à regarder à la pleine Lune. Mm-hmm. Et elle est surtout intéressante à regarder lorsqu'elle est en phase croissante ou décroissante. Et là, j'amène un nouveau terme. On va parler du terminateur. Le terminateur, c'est la zone qui sépare le jour et la nuit sur la Lune. Et lorsqu'on est juste dans cette zone-là, eh bien, on voit l'ombre des cratères s'allonger et ça nous donne l'impression de profondeur. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on le sait, hein, quand les gens regardent dans le télescope la Lune et ils voient les cratères, eh bien, ils sont vraiment impressionnés parce qu'ils ont l'impression de voir la 3e dimension. Mais dans l'hémisphère sud, est-ce que la Lune est aussi menteuse? Eh bien non. Étant donné qu'on est comme inversé, eh bien lorsqu'elle forme le D, elle est vraiment décroissante et lorsqu'elle forme le C, elle est croissante. Donc, dans l'hémisphère sud, c'est un bon rappel, la Lune n'est pas menteuse, mais dans l'hémisphère nord, oui. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes à propos de la Lune? Bien oui, il y a un autre phénomène qui est très spécial, ce sont les marées. Hein? Oh, okay. Et c'est probablement le phénomène le plus évident là, de la présence de la Lune autour de la Terre.
Et on voit 2 fois par jour les marées qui montent et qui descendent. Et ça, c'est tout dépendant de la Lune. Mais il n'y a pas juste la Lune qui influe sur les marées, il y a aussi le Soleil. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'en fait, la Lune, avec sa gravité, tire énormément sur la Terre. Mais étant donné que la Terre, ça, c'est du solide, et que l'eau, bien, c'est plus malléable, c'est plus liquide, eh bien, il se crée comme une déformation en direction de la Lune et qui fait en sorte que les marées vont être hautes à ce moment-là. Et au fur et à mesure qu'elle tourne, eh bien, cette espèce de déformation-là qui est dans l'eau va suivre tout simplement la Lune. Si la Lune, le Soleil sont dans le même axe, il va avoir un effet beaucoup plus important sur l'eau et ça va créer des marées beaucoup plus fortes. Vénus, après Mercure, est la deuxième planète du système solaire. La température au sol est à plus de 446 degrés Celsius, faisant de Vénus la planète dont la surface est la plus chaude de toutes les planètes. L'atmosphère de Vénus est composée d'une couche opaque de nuages d'acide sulfurique, provoquant un effet de serre. Pourquoi alors Mercure, qui est plus proche du Soleil, n'est pas plus chaude? Eh bien, elle est dépourvue d'une atmosphère, donc pas d'effet de serre. La sonde russe Venera 7 a été la première à se poser sur le sol de Vénus. Est-ce que la Lune possède un champ magnétique? Alors, contrairement peut-être à ce que bien des gens pensent, la Lune a un champ magnétique qui est extrêmement faible, OK, à peu près le centième de la force de celui que la Terre possède. Par contre, il n'y a pas un champ dipolaire qu'on appelle, un peu comme on a pour la Terre. Quand on a fait l'émission sur les aurores boréales, on a montré la Terre avec un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud et toutes les lignes du champ magnétique. Alors, lui, c'est différent. Elle est en fonction de la croûte qui enveloppe la Lune. J'ai entendu parler qu'il existe certaines anomalies par rapport au champ gravitationnel de la Lune. Oui, effectivement, le champ gravitationnel de la Lune comporte certaines anomalies et ces endroits-là peuvent même, si on a un satellite en orbite, faire en sorte que les calculs qu'on avait faits pour cette orbite-là soient rendus faussés par cette force gravitationnelle-là qui est beaucoup plus forte, qui est différente. Et on retrouve ça au niveau des mers. Alors, pourquoi les mers? C'est que lorsqu'il y a eu des éjections des volcans et que le lave a rempli les cratères qu'on appelle des mers aujourd'hui, et ça, c'était du basalte, et ce basalte-là a comme rempli les cratères et, pour une raison que je ne peux pas vraiment expliquer, ça a provoqué une augmentation de la masse à cet endroit-là, donc une anomalie, mais positive au niveau de la gravité. Ça veut dire que la gravité est plus forte à ces endroits-là qu'à d'autres endroits autour de la Lune. Alors, c'est un des nouveaux mystères qu'on a appris sur la Lune et son champ gravitationnel. Mais apparemment que la Lune possède aussi une atmosphère. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on dit qu'elle a une atmosphère, mais elle est extrêmement minime. On dit qu'elle a une masse inférieure à 10 tonnes. 10 tonnes, ça paraît un gros chiffre, mais pour la Lune, c'est vraiment minime. Mais au tout début de la formation de la Lune, eh bien, avec les éjections des volcans et tout ça, et la poussière et la fumée, eh bien, l'atmosphère était beaucoup plus dense. On dit même qu'elle aurait pu se rapprocher de celle de Mars qu'elle a aujourd'hui. Mais avec le vent solaire, elle a été tout simplement balayée et aujourd'hui, son atmosphère est beaucoup plus faible qu'elle n'a jamais été. Bon, après ces nouvelles découvertes fort intéressantes, est-ce que la Lune nous réserve d'autres surprises? Oui. Bon. Eh bien, on dit qu'il y a un nuage de poussière asymétrique autour de la Lune.
Et cette poussière-là, elle vient d'où? Bien, c'est ça, c'est que les particules des comètes, qui sont éparpillées un peu partout, lorsqu'elles viennent frapper la surface de la Lune, eh bien, elles soulèvent cette poussière qui est déjà installée bien confortablement là, sur la surface, parce que quand les astronautes sont allés, on a vu que c'était comme une espèce de poussière très, très mince. Eh bien, il y a un nuage de poussière qui entoure la Lune et qui est provoqué par ces particules cométaires qui frappent la surface de la Lune. Et finalement, une autre surprise, Bon. les saisons. Oh! Ah oui, il y a des saisons sur la Lune, aussi surprenant que ça puisse être. C'est sûr que, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère, bon, ça a comme moins d'importance, mais malgré tout, avec l'inclinaison de l'axe par rapport à l'écliptique, qui est quand même très faible, environ 1,5 degrés, eh bien, ça crée de légères variations pour les différentes saisons. Mais on s'est rendu compte qu'au pôle Nord, il y a des montagnes qui sont tellement hautes, et bien que c'est le soleil de façon permanente là, à ces endroits-là. Et naturellement, dans certaines crevasses créées par les météorites, les cratères météoritiques qu'on appelle, eh bien, eux, eh bien, c'est la noirceur 12 mois par année. Alors, il y a des saisons, mais c'est sûr que ça n'a pas beaucoup d'influence là, sur ce qui se passe sur la Lune. Mais après ces nombreuses surprises à propos de la Lune, maintenant, est-ce qu'on peut aller explorer la Lune davantage? Oui, il ne faut pas oublier que la Lune est le seul astre sur lequel l'être humain a posé le pied, à part la Terre, naturellement. Et ça s'est fait avec les missions Apollo des années 69 à aller jusqu'au milieu des années 70. Et on a pu suivre ça à la télévision, en tout cas, moi, personnellement. Je m'en rappelle. Oui, et toi aussi. Mais c'était pas du 4K comme aujourd'hui, là. Non, non, c'est ça. C'est en noir et blanc. Puis... C'est ça. C'était du noir et blanc, rien que bien juste. Alors, disons qu'on peut voir une carte de la Lune, on peut voir les différentes missions d'exploration de la Lune avec les sondes qui ont pu explorer la surface et les missions Apollo qui ont pu aussi explorer la surface et ramener aussi des roches en assez bonne quantité. Et juste pour terminer, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte, avec ces roches-là qu'on a ramenées des missions d'Apollo, que la Terre et la Lune viennent du même astre. Et c'est pour ça qu'au tout début, quand on expliquait que une petite planète qui s'appelait Theia aurait pu frapper la Terre, eh bien, c'est ça qu'on voulait dire. On se rend compte que la Lune, eh bien, est faite des morceaux en grande partie de la Terre. Et donc, ça, c'est pour l'exploration passée, mais l'exploration future, eh bien, avec la venue de SpaceX, et de Elon Musk avec sa fusée Falcon 9 et la nouvelle qui s'en vient, la Starship. Bien, la NASA, on dirait, met de l'avant un programme pour vraiment commencer à vouloir retourner sur la Lune avec une base lunaire. Et justement, la Starship, qui pourrait amener facilement une centaine de personnes à la fois et du matériel, est bien vue de la NASA dans ce sens-là. Alors, je pense que ça, c'est intéressant. Mais aussi, la Lune, c'est un endroit presque idéal pour l'installation de télescopes, autant de télescopes optiques que de radiotélescopes. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'atmosphère, eh bien, il n'y a pas de perturbations de l'atmosphère, de turbulences atmosphériques qui peuvent venir gêner les images qu'on y prendrait. Et à ce moment-là, on pourrait installer des télescopes gigantesques, étant donné la gravité qui est à peu près, comme on disait, le 6e de celui sur la Terre. On pourrait avoir des télescopes de 50 mètres avec des miroirs de 50 mètres de diamètre, et ce serait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et le sol lunaire, quand même, peut-être un peu problématique, comme on a vu, à cause de cette petite poussière là, qui est très, très fine et qui, à ce moment-là, au moment des missions Apollo, pouvait même pénétrer l'intérieur du tissu et venir l'endommager. En tout cas, à part cette poussière-là, eh bien, qui, espérons-le, ne causera pas de problème pour l'exploration future, eh bien, je pense qu'on est parti d'ici quelques années
on va être en mesure de pouvoir peut-être avoir une base sur la Lune. Et lorsqu'on aura un pied sur la Lune, eh bien, ce sera probablement la base de lancement qui va nous amener vers Mars. Parce que partir de la Terre pour aller directement sur Mars, ça pose des problèmes techniques quand même assez importants. Tandis que si on part de la Lune, gravité 1/6, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. On peut partir avec beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de... Moins de carburant. Avec moins de carburant. Ou... Mais Claude, la Lune est bourrée de cratères puis d'impacts météoritiques, comme on a mentionné tout à l'heure. Mais si on installe une base sur la Lune, ainsi que des télescopes de 50 mètres, des extrêmes larges télescopes, est-ce qu'il y a un danger potentiel accru? Bon, c'est sûr que même sur la Terre, il y a un danger. Et il ne faut pas oublier que, étant donné qu'on l'installerait sur la face visible de la Lune, autrement dit, la face qui est dirigée vers nous, et on a remarqué que cette face-là est moins cratérisée que la face cachée, parce que la face cachée nous sert de bouclier à bien des météorites et des comètes et plein de choses qui pourraient venir nous frapper. Et il ne faut pas oublier qu'aussi la Terre, dans l'autre sens, vient protéger la Lune de comètes et de météorites aussi. Donc, à quelque part, cette face-là qui est dirigée vers nous a une protection que c'est sûr que la face cachée n'a pas. Bon, c'est très intéressant. Alors, on a toujours des choses à apprendre par rapport à notre satellite naturel. Évidemment, au Planétarium de Saint-Félicien, nous avons plein d'images et des animations qui expliquent ce que Claude nous a parlé aujourd'hui. Alors, c'est un rendez-vous. On peut se rendre sur le site du Planétarium et aussi nous contacter via les coordonnées pour le Planétarium de Saint-Félicien. Et sur Facebook aussi. Également, oui. C'est un rendez-vous, Madame, Messieurs. Merci.